Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans nos nouveaux studios du 45-45 Frontenac. Phil, guéri un peu? Ouais, écoute, c'est vraiment beau. Les invités qui ont commencé à venir sont vraiment contents. Nous, on est contents aussi. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Mais, sauf peut-être un peu l'équipe technique là, qui comme... c'est du rodage. C'est du rodage, on va dire ça comme ça. Mais ça va bien quand même. Ouais, ça va super bien. Puis c'est certain que, bon, là, le balado, vous allez continuer à nous retrouver sur toutes les plateformes, cube.ca, Spotify, YouTube, à la télé d'ailleurs pour ceux qui nous regardent. Mais pour les animateurs de la saison régulière, là, maintenant d'être sur la bande FM, là, Phil, c'est quand même c'est excitant, vraiment là. quelque chose. Puis, tu sais, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils aiment beaucoup l'intégration avec Spotify. La raison pour ça, c'est que il y a des gens, moi, dans mon entourage qui courent. Ce sont des coureurs. Ils peuvent nous écouter. Ils nous écoutent en courant. Ouais, c'est ça. Ils peuvent nous écouter. Ils écoutent la balado. Je pensais que j'étais le seul qui écoutait genre The World Next Week en courant, mais apparemment, non. Effectivement, ben, si vous êtes en train de courir, on vous salue. Courez plus vite. Ceci dit, donc, je vous rappelle là, que ceux et celles qui veulent continuer d'écouter le Cube peuvent le faire maintenant au 99.5 si vous êtes dans la région de Montréal, 99.5 FM. Puis vous allez retrouver les animateurs là, habituels de Mario Dumont jusqu'à Richard Martineau, avec tout ce qu'il y a entre les deux, Isabelle Maréchal, Benoît Dutrisac, Sophie Durocher. Donc, très excitant donc d'être là. Phil, on commence comme c'est d'usage. C'est la nouvelle saison qui s'ouvre, on pourrait dire. On commence comme c'est d'usage avec une revue de l'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Inauguration de Royal Mount, cet immense centre commercial qui est au coin, si tu veux, de Décarie et de la 40. Moi, coin que je connais bien parce qu'il y a un restaurant casse-croûte, le Orange Julep, qui est fétiche pour moi depuis ma tendre enfance. Je vais là. Mon père m'a emmené là manger mes premiers hot dogs. Tu y vas avec ta Ferrari? Non, pas du tout. Mais écoute, je suis allé pas plus tard que la semaine passée. C'est pour moi un endroit que j'aime aller au minimum une fois par mois, là, faire un petit casse-croûte. Au Orange Julep. Orange Julep. J'aime vraiment ça. Je ne suis jamais allé au Orange Julep. Ah non, faut que tu ailles là. Mais je sais très bien où c'est, la grosse boule orange. La grosse orange qui est emblématique de Montréal. Mais là, il y a le centre d'achat qui va être construit là. C'est un centre d'achat de luxe. Pour ce qu'on connaît du luxe au Québec. Non, mais c'est pas pour ça. Je veux dire, c'est Louis Vuitton. Non, c'est ça. Rolex, Gucci, c'est extraordinaire. Il y a des places de parking. Il y a une passerelle qui passe au-dessus de Décarie quand tu arrives du métro. Ouais. OK? C'est fait pour avoir 4-5 000 personnes qui vont pouvoir aller là. Puis bon, j'espère que ça ne créera pas une congestion monstre, mais moi, ma lecture de la situation, c'est qu'on vient complètement de tuer le centre-ville de Montréal. La rue Sainte-Catherine, c'est terminé. Okay? Tu vois, j'avais même pas vu ce côté-là. C'est complètement... Moi, j'ai des promoteurs immobiliers qui sont propriétaires de buildings, de restaurants, de casse-croûte au centre-ville qui capotent bien raide. La Sainte-Catherine, McGill College, ça a été démoli pendant 4-5 ans. Et là, tu crées un endroit où le stationnement est accessible. Abondant, gratuit. Direct du centre-ville. C'est gratuit, le parking. En plus. T'imagines? Puis, tu sais, à Montréal... Et accessible en transport en commun. Moi, je me suis promené dans le centre-ville de Montréal récemment avec mes 2 garçons. Ouais. Et je me sentais pas en sécurité. J'ai 2 joueurs de football à la maison. Puis, tu sais, il y a des itinérants, puis je veux pas casser du sucre, mais moi, je pense... Tu sais, essaye de rentrer un itinérant en ce moment là, qui décide de se promener au 10-30. Au Carrefour Laval. Il n'y en a pas beaucoup. Au Royal Mount. Mais qu'est-ce qu'ils font? La sécurité intervient. C'est un terrain privé. Tu comprends? C'est pas comme la rue Sainte-Catherine. Moi, je pense que ça va complètement tuer le centre-ville de Montréal. On devrait leur faire des funérailles. Moi, c'est...
Moi, c'est un peu ça mon point d'interrogation, Phil, c'est qu'il n'y a pas plus de richesse ou de capacité de consommation au Québec. Donc, c'est certain que les gens qui vont aller là n'iront pas ailleurs. Puis là, toi, tu dis centre-ville. Mais même, tu sais, Andrew Lotfi, le fondateur du groupe Dynamite, qu'on connaît, Dynamite, les vêtements, groupe Garage, qui est au... Carboléon, c'est ça, qui est derrière le Royal Mount, donc, est aussi un des instigateurs du 10-30. Et moi, évidemment, une question qui me revient quand je vois ce projet-là, qui est d'ailleurs magnifique. Hein. Je ne sais pas si tu as vu les photos. J'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais les espaces publics, les halls, c'est vraiment fait pour être du grand luxe. Mais c'est essentiellement des gens qui, au lieu d'aller au Carrefour Laval, au lieu d'aller au centre-ville, au lieu d'aller au 10-30, vont aller là. Je veux dire, à un moment donné, si j'ai le choix d'aller acheter ma montre Rolex, là, pas que j'achète ce genre d'affaires-là, mais ma montre de luxe à un endroit, ben, je vais aller là ou là. Il n'y a pas plus de Québécois. Non, mais je vais te donner un exemple. Tous les autres centres commerciaux vont souffrir. C'est ça mon point, non? Non, parce que Rolex est en ce moment... Tu l'achetais à New York. C'est Côte d'Ivoire, une boutique dans le centre-ville de Montréal, que plus personne ne va vouloir aller, et ou chez Burks, où est-ce qu'ils ont pété la rue. Honnêtement, les clients de luxe, OK, je te le dirais, tu sais, Louis Vuitton n'est pas au 10-30. Non, je comprends. Okay. Écoute, je vais quand même, on pourrait parler de ça pendant 1 heure de temps, mais je vais quand même dire, le projet coûte 1,5 milliard de dollars pour la phase qui va être dévoilée, qui est dévoilée cette semaine. C'est pas du petit argent. Ils attendent 15 millions de visiteurs par année. Il y a 4 millions de gens là, à Montréal. Fait que c'est comme, faudrait que tout le monde y aille 4 fois. Je ne dis pas que c'est impossible, mais donc ça va être peut-être un peu tendu là, les premières années. Évidemment, il va y avoir du tourisme de luxe, etc. Et évidemment, le dernier élément, c'est de se demander, y a-t-il vraiment à Montréal autant de gens qui veulent s'acheter du Rolex et du Louis Vuitton? Va au Carrefour Laval, qui est le centre d'achat le plus huppé, à mon sens. C'est plein à craquer. Les gens ne savent plus où se stationner. Si vous allez aller au Royal Mount, ma suggestion, allez en transport commun. Avec le métro, c'est vraiment facile. Avant la pandémie, je voyageais beaucoup, Philippe, puis avec Air France. Puis à un bout de temps, le A380 venait à Montréal, tu te rappelles? Et dans l'A380, il y avait, je pense que c'est tout un étage de classe affaires. Puis à un moment donné, ils ont arrêté de faire venir la 380 et j'ai demandé à quelqu'un dans un vol normal, dans un autre appareil, pourquoi est-ce que vous avez arrêté? Il disait, Montréal est trop pauvre. Il n'y a pas assez de gens qui ont les moyens de se payer la classe affaires chaque jour pour Paris, donc ça ne vaut pas la peine, alors qu'évidemment, à New York, il manque de place dans notre destination. Bref, on est 9 millions. Je ne leur souhaite pas de malchance. Royalement, je trouve que c'est un projet fantastique et ambitieux. Après, il faudra voir. Phil, cette semaine, le taux directeur de la Banque du Canada a baissé pour une troisième fois. Pourquoi en quoi est-ce que ça t'impacte? Parce que nous, ça l'impacte. On a des prêts commerciaux. Dans ma compagnie. Donc, pour les entreprises. Oui, pour les entreprises. Moi, j'ai un impact direct comme j'avais un taux variable, ça va me coûter 0,25 de moins. C'est la troisième fois. J'en parlais un peu plus tôt cette semaine. C'est un peu le supplice de la goutte, tout ça. Hein? Chaque fois, mettons, je parlais pour une hypothèque standard, là, quelqu'un qui achèterait une maison de 400-500 000 $, ça va te permettre d'économiser... rien, là, ça m'a fait rien. 50 $ par mois, tu sais, c'est pas rien, mais tu sais, c'est pas personne qui va se pitcher en bas d'un pont, ou 75, mais tu sais, là, c'est une deuxième, puis une troisième baisse, là, ça devient 150, 200, 300 $. C'est l'addition des baisses de taux commence à se faire ressentir, mais chaque baisse est comme un peu insignifiante, j'ai l'impression. Je suis d'accord, mais j'ai écouté un reportage où est-ce qu'il y a un économiste de la Banque nationale qui s'attendait... Stéphane Marion, l'économiste en chef? Non. Peu importe, en tout cas, peu importe, mais qui s'attendait à ce que les taux en 2025 soient ramenés à 3 %. Mais tu sais, aujourd'hui à 3 c'est 1,25 de la moins. Goutte, pour moi, c'est que de juin 2024 à juin 2025, tu vas avoir perdu 1,5 à 2 % sur le taux. Et donc, ça va être une immense différence. T'es le président de la Banque du Canada. Tu fais quoi?
Tu es économiste de formation. Moi, je continue ce run-là. Non, mais pourquoi ils ne font pas tout de suite 3 parce qu'ils veulent éviter un effet de choc. Si demain matin, c'est 3 moi, c'est sûr que je vais acheter des bébelles. Là, tu comprends? Alors que là, on s'habitue tranquillement. T'ajustes ton budget. Comme les rencontres sont 6 semaines, tu n'as même pas le temps de te refaire un budget mensuel. Je te dis, c'est bizarre, les taux directeurs. C'est 50 ou fait même 30 d'économie, 70 de psychologie. Là, fait qu'il y a vraiment une dimension. On y va très graduellement parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens aient soudainement la conviction ou la croyance ou la perception que l'argent est redevenu peu cher et donc se repartent à acheter des maisons, des voitures, des campers, des bateaux, toutes sortes de choses qui se financent typiquement. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait, Phil? Ça fait de l'inflation. Fait que la dernière chose que Tiff Macklem veut, c'est de repartir l'inflation à 4, 5, 6 peut-être rapidement, Phil, le guide Michelin s'installe au Québec. Ah ouais, hein? Moi, je suis super excité, Phil, je vais te le dire. Mais qu'est-ce qui te décourage à ce moment-là? Ce qui me décourage, c'est que, à l'émission de Benoît Dutrisac, on a reçu Élise Tastet. D'habitude, je fais une chronique seule, mais là, j'ai convaincu Benoît de recevoir Élise Tastet, que je connais bien. J'ai été un de ses mentors à une certaine époque. Puis, tu sais, qu'on a déjà eu, effectivement, à la balado également. Et ce qui me frustre, c'est que on a donné 2,1 millions pour 3 ans au Guide Michelin. L'entente, elle est renouvelable. Ce qui veut dire que si on ne redonne pas 2,1, ils vont vouloir s'enlever. Puis on a donné de l'argent à un compétiteur d'une entreprise locale. OK. Mais elle a dit quoi, Élise Tastet? Élise, elle a juste dit... Elle était contente que Michelin arrive parce que c'est un beau brand. Exact. C'est bon pour les touristes, amener du tourisme d'affaires qui vont vouloir aller dans les grands restaurants. Par contre, elle ne comprend pas que l'Office de tourisme il a dit non à elle pour 10 000 $. Ils ont fait remplir 122 documents avec 14 annexes. Puis ils ont dit non pour 10 000 $. Je comprends. Écoute, Michelin, c'est un business de 40 milliards. Oui, mais qui vend des pneus. Là. Le guide Michelin, c'est pas un business de 40 milliards de dollars. Moi, j'ai écouté une émission extraordinaire qui s'appelle Chef Stable, que tu as sûrement regardé à Netflix. Je me suis fait une liste de restaurants que je voulais aller voir. Dans ta vie? Dans ma vie. OK, ton bucket list. Mon bucket list, j'en ai fait un. Un 2 étoiles Michelin à Paris, l'Arpège. 500 €. 1 000 € par personne. What? 2 personnes. Excusez-moi. Menu 16 services. Ça finissait plus notre affaire. T'as-tu pris une hypothèque? C'était avant la hausse des taux? Non, écoute, il y a 5-6 ans. Peu importe. Mais, tu sais, j'ai regardé ça. Oui, je payais un abonnement Netflix, mais... Chef Stable, là, l'émission dans Netflix, l'Arpège n'a pas payé pour être là. Non, OK. La France n'a pas payé pour qu'il aille voir l'Arpège. Laisse-moi quand même faire ma défense un peu de cette décision-là. Les 2 millions de dollars ne sont pas donnés à Michelin, sont donnés pour promouvoir le guide Michelin. Donc, ça va servir à faire en sorte que les restaurants qui sont éventuellement reconnus, puis tu sais, c'est pas juste les restaurants d'élite, c'est pas juste les étoilés. Il y a le Bib, il y a les restaurants avec des pratiques durables. Michelin, ils vont classifier... Ils n'ont aucune obligation de donner une étoile. Non, c'est ça, exactement. Mais ils vont quand même faire le travail de recensement. Oui, OK, mais c'est de la promotion qu'ils vont faire. Et entre nous, j'aime bien Élise, on l'a reçu au balado, je la connais comme toi. Tu sais, c'est pas vrai que Tastet, la personne qui arrive d'Indonésie ou du Japon, va... Tu comprends? Les gens, ils vont chercher des étoiles donne à Michelin. Élise Tastet 2,1 millions pour qu'elle fasse de la pub dans le Figaro, dans Le Monde, dans le Japan News. Tu comprends que je veux rien lui enlever, mais c'est une entreprise mais locale, tu comprends? Alors que Michelin, c'est une référence mondiale. Puis pour moi, de mettre Montréal, mettre Québec, puis c'est tout le Québec, là, c'est pas juste les métropoles, de mettre la province gastronomique sur la map. Puis moi, à contrario, j'ai eu la chance d'en parler avec les gens de la Table Ronde, hein, le collectif de la gastronomie québécoise, là, qui est piloté par Déby Zakaïb. Tu peux rouler des yeux, des gens brillantissimes, des gens connectés.
J'ai adoré la Bible. Ils sont très contents de ça parce que, évidemment, ça, comment dire, ça, on dirait que d'une certaine façon, ça vient sanctifier que l'industrie québécoise, c'est pas juste de la poutine puis du spaghetti boulette. On a quand même, depuis 20, 30, 40 ans, monté une industrie gastronomique au Québec et on est aujourd'hui, on peut aspirer peut-être, là, on verra le résultat de leur évaluation Michelin, mais rivaliser avec les Norvégiens puis les Catalans. Il y a eu un article moi, je suis bien excité de ça. Il y a eu un article récemment dans le New York Times d'une place qui avait de la poutine. Là, encore la maudite poutine. mais ça l'a créé automatiquement, instantanément, la semaine d'après, des gens de New York qui ont fait, qui sont allés comme à 400 km de Montréal pour aller à la poutine. Le guide Michelin, c'est pour l'élite. Non, pas que. C'est là où tu fais fausse route. Bref, Phil, on termine rapidement. On va en parler à la fin de l'émission, fait que restez à l'écoute. Mais bon, Pierre Fitzgibbon a annoncé sa démission. Il quitte, je pense que c'est immédiat. Là. Il n'y a pas de transfert des dossiers pendant 3 semaines. C'est terminé. Tout ça, c'est terminé. On vous garde un peu en haleine parce que c'est de ça qu'on va parler à la fin de l'émission aujourd'hui, un peu plus longuement. Merci d'être à l'écoute. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On parle régulièrement de l'industrie de la construction au balado. Phil, c'est toujours un univers, moi, qui me fascine énormément. On a couvert plein d'angles ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit sur le développement, sur la mise en marché, sur tout ce qui se passe entre les bons constructeurs, les mauvais constructeurs. je te laisse le châtiment, Phil, et que tu veux. Mais je suis tombé là-dessus, très intéressant, là, une plateforme qui s'appelle le 24, j'imagine que c'est comme ça qu'on le prononce, qui, dans le fond, facilite là, la réutilisation et on pourrait dire la mise en valeur des rebuts ou des résidus de construction. Pour en parler, on est avec Vincent Croteau, qui est au développement des affaires de cette entreprise-là. Bienvenue à l'émission, Vincent. Merci, grand plaisir. Déjà, en quelques mots, dis-nous, là, je l'ai expliqué de manière très sommaire, là, mais ça mange quoi en hiver, 24? En fait, faire un petit portrait de l'entreprise. Nous, on a été fondé en 2020. Mais la plateforme telle qu'on la connaît là, a été lancée au début 2023. Donc, on parle de près de 2 ans là, d'opération. Okay. Je vous dirais qu'on est encore en soft launch, si on veut, là, mais on a déjà de la clientèle. Est-ce que c'est une start-up? C'est une start-up, proprement dit. Je ne sais pas c'est quoi la version. C'est une entreprise en démarrage. C'est une entreprise en démarrage. Une jeune pousse. Exact. Donc, bref, c'est ça. Donc, depuis 2023, là, on est en commercialisation, si on veut. Puis, comme tu l'as bien dit, on est une plateforme marketplace, donc marché en ligne pour les surplus de construction. Donc, ce que ça mange en hiver, nous, on permet aux entreprises de la construction, petites ou grandes, de revendre leur surplus de chantier ou d'entrepôt à travers une plateforme qui a plusieurs fonctionnalités. Philippe, tu es dans le SaaS, tu connais la game, là, si on veut. Donc, plusieurs fonctionnalités, là, notamment transport, factures officielles pour les entreprises. Donc, c'est un peu une alternative corporative au Facebook Marketplace ou à peut-être des plateformes moins... Mais est-ce que vous faites ça pour les monsieur et madame tout le monde qui se construit ou vraiment l'entrepreneur qui reste, je sais pas, moi... Comme moi, si j'ai un demi 2x4, là... Non, malheureusement, seulement les entreprises peuvent vendre. Donc, les entreprises qui ont un nom de domaine là, sur leur courriel quand ils créent le compte. Donc, ça s'assure d'une certaine fiabilité des matériaux, là, si on veut. Donc, seulement les entreprises peuvent vendre, mais en tant que particulier, si vous faites des rénovations chez vous, vous pouvez absolument acheter sur la plateforme. Donc, on peut acheter. Absolument. Mais moi, je trouve ça fantastique parce que le nombre de fois où je suis allé chez un commerçant dont je me rappelle même pas le nom, ça arrive ça de Montréal, pour voir des tuiles. Puis il disait, celle-là, il me reste 6 boîtes. Mm-hmm. Ça couvre tant, puis j'en ai pas d'autres. Mais il te le vend. C'est un peu le même modèle? Comme je le dis souvent aux clients, c'est que nous, on n'est pas un fournisseur principal. Moi, je ne suis pas un RONA. Nous, c'est vraiment tous les surplus de chantier qui peuvent rester. Fait que ça peut être du revêtement, ça peut être du béton, ça peut être aussi de l'outillage, ça peut être une génératrice qu'on ne sait plus trop quoi faire avec, mais qui fonctionne encore. C'est le genre de trucs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à ma question. Ouais. Mais monsieur et madame tout le monde peut acheter sur la plateforme. Absolument, oui, c'est ça. Puis le but aussi, c'est ça, c'est de dire, regarde, on va prendre un gros entrepreneur là, au Québec, les gros, là, Pomerleau de ce monde, Atkin Realis, peu importe, les
gros joueurs, eux, peut-être qu'ils font des unités commerciales qui restent, je sais pas, mettons, de la céramique. Cette céramique-là, elle est encore bonne pour un particulier qui peut racheter, puis d'où vient un peu l'idée de l'économie circulaire, de dire, on prend les matériaux encore bons d'un gros entrepreneur, puis on peut les repasser sur un chantier résidentiel. Je pousse un peu le matériau, il est où? Ouais. Le revêtement, il est chez vous? Il est, dans le sens, moi, je l'achète, là. Il faut que tu me le livres à Candiac. Là. Donc, le principe est un peu similaire à un marché en ligne, un marketplace là, traditionnel. Nous, on est un intermédiaire. Donc, les matériaux vont être sur le chantier ou à l'entrepôt de l'entrepreneur. Puis, au moment où vous, en tant qu'acheteur, vous avez acheté l'item, peu importe, là, vous obtenez les informations pour aller récupérer l'item. Fait que j'ai dit au développement des affaires, directeur du développement commercial. Je fouillais ton LinkedIn, mais ma question est simple. Tu fais quoi, toi, dans cet univers-là, mettons? Tu développes quoi, auprès de qui? Tu cognes à des portes, tu fais du porte-à-porte ou tu fais surtout du SEO? Puis, non, j'ai un collègue au marketing qui s'occupe de ça, tout ce qui est SEO. Explique-moi un peu ta job, mettons. Oui, en fait, moi, je m'occupe de trouver des entrepreneurs qui veulent avoir une initiative en économie circulaire sur leur chantier ou en entrepôt. Donc, en ce moment, j'essaie de trouver des entreprises. Puis on a déjà quand même plusieurs entreprises. Là. On a au-dessus de 100 entreprises qui ont initié un compte sur la plateforme. Donc, on a quand même un certain nombre pour nous. Puis tu en approches. C'est ça, exact. Du cold call? On en fait de moins en moins, mais on en fait, exact. Puis sinon, des approches au niveau des partenariats, là, comme toutes les associations dans la construction ou un Recycle Québec, du genre des organisations qui sont impliquées. C'est vraiment dans l'air du temps, évidemment, cette notion d'économie circulaire. Le siège social est à Mashteuiatch, qui est un territoire inou près de Roberval, au Saguenay. En plein ça. Why? En fait, nous, les deux fondateurs, Maxime et Alexandre, c'est deux entrepreneurs autochtones, donc des Inuits de Mashteuiatch, comme tu l'as bien dit. Donc, on est basé là-bas. Eux ont aussi 2 entreprises de construction, dont une là-bas qui s'appelle le groupe Piekogami. Donc, c'est pour ça. Là, on a déjà une certaine connaissance de l'industrie. Ça fait 10 ans qu'eux sont en affaires, puis ils ont réalisé qu'au fil du temps, il y avait beaucoup de surplus de chantier, puis qui nécessitait une plateforme qui était adaptée aux besoins des entreprises, à la réalité de ces chantiers-là pour pouvoir les revendre. Mais tu sais, les marques font ça de plus en plus. Il y a quelques semaines, je commentais à LCN, Ikea a lancé sa place de marché pour faire dans l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Moi, tu sais, au Ikea, honnêtement, je vais au Ikea occasionnellement, mais c'est le passage obligé par, comment ils appellent ça? Il y a une zone là, de meubles qui sont revenus, là, tu sais, je vais toujours là. Tu sais, des trucs déjà assemblés, souvent à moitié prix. T'es comme, sérieux, ça me parle, tu sais, fait que, j'oublie comment ça s'appelle, mais il y a un côté, justement, économie circulaire là-dedans. Tu disais qu'il y a une centaine d'entreprises qui ont créé leur compte sur le truc. Encore une fois, là, c'est quoi vos ambitions, vos aspirations? C'est au Québec, j'imagine, pour l'instant, mais comment tu vois ça, là, les prochaines années? Oui, en fait, pour clarifier, tu sais, ces 100 entreprises qui ont initié un compte, c'est pas nécessairement ces entreprises qui sont actifs, c'est ça, puis on a quelques centaines d'utilisateurs. On connaît la nature du jeu. C'est ça, exact, c'est ça. Mais c'est ça, en ce moment, c'est là où on en est. Sinon, dans le futur, notre objectif, c'est de développer le Québec le plus qu'on peut. On a déjà eu des entreprises de l'Ontario qui nous ont approchés, mais on veut à un moment donné, il faut se concentrer sur une région, là, c'est logique. Donc, vraiment au Québec. Puis le but, c'est ça. Nous, il n'y a pas de frais à l'ouverture de compte ou quoi que ce soit. Nous, c'est seulement des frais de transaction, notre modèle d'affaires. Donc, il n'y a pas nécessairement de grosses barrières à l'entrée pour les chantiers. Les entreprises peuvent facilement utiliser la plateforme, facilement avoir cette initiative-là en économie circulaire. Ça coûte combien, si c'est pas confidentiel, bien entendu, mais le frais de transaction pour l'entreprise qui vend ses matériaux? C'est un montant fixe. Exact, c'est un montant fixe en fonction du montant de la transaction. Puis c'est disponible sur notre site web. Là, donc, c'est 15%. Pour le plus cher qu'on a, c'est 15% pour un forfait gratuit, donc un forfait à $0 pour tout ce qui est entre 0 et 10 000 de transactions. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, c'est là où on se tient, là, dans du 15% sur les frais de transaction. Puis après ça peut descendre jusqu'à du 4% là, pour des forfaits payants. Puis tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, encore une fois, l'économie circulaire, je pense qu'on a été un beau terroir au Québec là, pour essayer d'en créer. Je pense que c'est une super initiative. Puis, encore une fois, au-delà de l'économie circulaire, il y a sûrement, tu sais, le pouvoir d'achat d'un Pomerleau, il paye sa céramique pas mal moins cher que moi qui se présente chez Rona. Là, tu comprends?
Ouais. C'est probablement plus compliqué, ou en fait, j'ai formé l'hypothèse, mais de renvoyer des éléments que tu as déjà achetés que peut-être de trouver un autre preneur, là, finalement. Dans beaucoup de cas, c'est ça qui se passe. Des fois, l'emballage est ouvert, on peut pas le retourner. Des fois, c'est certains types de matériaux comme du génie civil qui peut être plus difficile à retourner au fabricant. Donc, non, mais moi, t'as pas besoin d'une poutre de 250 pieds qui pèse 8 tonnes. Non, mais moi, écoute, je m'en cache pas. Là. Ma dernière maison que j'ai bâtie pour revendre, je te dirais que 50% des matériaux à l'intérieur de la maison sont des balances de stock. Ah oui, hein? C'est balance de stock de plancher de bois franc, balance de stock de... C'est cette maison-là que j'ai vu qu'il y avait du tapis vert là, sur les murs et les plafonds. Du gazon artificiel partout. 24, c'est-tu 24, ça? Oui, exact, 24. Pourquoi? 24/7? Bonne question, ouais. C'est un peu ça le principe. En fait, à la base, le premier produit qu'on avait lancé n'était pas spécifique à la construction. C'était des encans qui duraient 24 heures. Okay. Donc, c'était ça l'objectif à la base. Puis le 24 est resté. Fait qu'on est resté avec une petite twist dans le... Puis, est-ce qu'on vous chicane d'avoir un nom à consonance anglophone? Rarement. Pas nécessairement. Rarement. Pas encore. C'est ça, exact. Pas encore. Vous n'avez pas été victime de votre succès. Ça doit être aidant quand même d'être dans cet univers-là. On parle depuis tantôt d'économie circulaire. Là, je voyais sur votre site, là, bien évidemment, toutes les 3 R. Là, c'est vraiment dans l'air du temps. Est-ce que vous avez pu bénéficier, je sais pas, de subventions? Vous gagnez des prix? Est-ce que vous êtes quand même dans une table, j'ai l'impression, qui est très populaire, pas en matière d'entrepreneuriat au Québec? Absolument. On est encore au début de ces processus-là. Donc, en ce moment, pas à ce qu'on se parle. À l'heure où on se parle, on a déjà, comme je vous ai dit tantôt, on a déjà 2 autres entreprises de construction qui sont affiliées. Là. Donc, pour nous, on a quand même une structure administrative déjà. Donc, on a cette chance-là de pouvoir avoir les reins solides là, pour une start-up. Fait que si on veut commencer demain matin, moi puis Phil, à se bâtir un... Je sais pas non, mais moi, je vais parler de toi. J'ai quelques clients dans le domaine de la maçonnerie qui se ramassent avec des balances de briques. D'un côté comme de l'autre, moi, ma question, c'était plus... Moi, demain matin, si j'ai besoin de dalles pour faire mon entrée, je vais sur 24. Marketplace. Marketplace.24.com. Tout simplement. On est allé... Marketplace, c'est évocateur pour nous. Donc, puis je dois me créer un compte? Absolument. Comme un utilisateur, c'est comme un acheteur individuel. Courriel, c'est ça, exact. Comme un Amazon de ce monde ou quoi que ce soit. Puis ensuite, là, mettons qu'on poursuit dans mon exemple, j'achète ma dalle. On espère qu'il y en a, là, mais elle est à, je sais pas, là... Où est-ce qu'elle pourrait être, Phil? Elle est à 30 fois. 5 fois. Sur la plateforme, je vais négocier un transport avec le vendeur? Le transport, c'est nous qui s'en charge en tant qu'intermédiaire, okay. Donc directement. Nous, après ça, on fait affaire avec l'acheteur. Donc, le but, c'est de faciliter la vie au vendeur. Puis, vous, quand vous achetez l'item, vous voyez là, la région où c'est, là, en fait, assez spécifiquement. Mais donc, je continue mon exemple. J'ai trouvé ma dalle, c'est ça que je veux, ça coûte 1 000 $. Là, je paye 1 000 $, moi, à Joe Blow Construction, Sainte-Foy. Lui, tu vas prélever 15% ou 4%, en tout cas, mettons 100 $, il reste 900, mais il y a des frais de transport qui s'ajoutent à ça. À quel moment? Au besoin, les frais de transport. Donc, si vous voulez aller, vous avez la capacité d'aller récupérer le thème vous-même. Gros pick-up. C'est ça, exact. Avec un électrique qui se rend pas à Sainte-Foy. C'est ça, exact. À Sainte-Foy, mon pick-up électrique. Il arrête au Madrid. Et donc, je vais le chercher, puis je ramène ça. C'est fin de l'histoire, là, dans le fond. Exact. Puis dans 3 mois, j'ai besoin de finir le plafond de tapis de la maison à fil. Fait que je retourne sur c'est ça. Exact. Très intéressant. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir ça. C'est certain que de bar et d'autres, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison et parmi des gens dans notre réseau qui vont être bien intéressés de découvrir ça. Donc, 24, c'est écrit sur ton chandail, là, pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, TWENIFOR. C'est vraiment 24 comme ça se dit, hein, finalement. 24.com. Donc, tu dis marketplace.24.com pour aller directement. Merci d'avoir été avec nous à l'émission, Vincent. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Depuis quelques années, certains disent que cette invention, pourrait-on dire, du prêt à cuisiner, prêt à manger, c'est en quelque sorte une mode passagère, que ça va s'arrêter. Mais s'il y a bien une entreprise qui semble démentir tout ça, c'est Antoine.ca, dont on a le plaisir d'accueillir le président fondateur, Antoine Masson-Delisle. Bonjour, bienvenue à l'émission, Antoine. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Antoine, je te dirais, à une époque, on était des concurrents. J'ai fait un petit passage rapide là, chez Cookit, une entreprise là, qui a dû faire faillite, dont les activités ont
ont été rachetés depuis. Mais j'étais très intéressé par le modèle que vous aviez développé, qui est un modèle, les plats sont déjà prêts, là, en fait, ils sont cuisinés, avec vraiment une considération assez avancée pour l'environnement, la réutilisabilité. Je vais y arriver. Peut-être nous dire quelques mots. Ça fait 15 ans presque que l'entreprise existe. Qu'est-ce qui t'a amené à inventer ce concept-là? Puis comment tu as réussi à survivre dans ce contexte qui a été assez parce difficile? Que 15 ans, c'est pas rien. Ouais, exactement. Absolument. Dans le monde de la restauration, là, on dit souvent qu'au bout de 5 ans, là, 90% des entreprises vont faire faillite. Alors, il y a une boucle qui tourne rapidement là-dedans. Moi, j'ai parti ça alors que j'étais en marketing. J'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé là-dedans pendant 10 ans. J'ai laissé, par passion envers la bouffe, j'ai laissé mon emploi. Et puis. T'étais chez Tennis Canada. Oui, chez Tennis Canada. Okay. En fait, d'un commun accord, là, on a mis fin à notre entente. Et puis, mais en parallèle, j'avais déjà commencé à développer mon concept. Si on veut, là, j'avais livré à des amis des plats. Comme ça, le soir de semaine, là, voici, cette semaine, on a un bœuf bourguignon ou on a un tofu chasseur ou peu importe. T'en faisais une grosse batch, tu mettais ça dans les petits pots, puis tu leur donnais. Non, mais en fait, je leur livrais, je leur donnais pas. Je leur chargeais un petit montant. Et puis, du jour au lendemain, ils ont apporté ça au bureau, à la cafétéria du bureau, eux autres dans un bureau d'avocat là, au centre-ville. Et puis là, tout le monde voulait en avoir. Alors, j'ai fait, je pense qu'on a un concept qui peut naître de ça. J'ai fait mon plan d'affaires et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé. La première semaine officielle de l'entreprise, j'ai fait 3 livraisons, dont une à mes parents. Alors, quand tu dis 3 livraisons, c'est 3 clients, 3 adresses c'est ça, qui ont commandé plats, un fichier Excel que j'avais créé avec mon frère, qui est comme le gars de tech, si on veut, là, de la famille, là, puis de web. Alors, voilà, 3, et ensuite de ça, 4, 8, 9, 12, 13, et puis ainsi de suite. Alors, croissance comme ça. Croissance organique, en fait, pour répondre à la deuxième question, c'est quoi le secret, selon moi? C'est la croissance organique. C'est le fait de ne pas pousser, de ne pas presser, de ne pas aller trop vite. Quand on décide de passer, là, à l'époque, je me rappelle, une semaine, on avait 50 livraisons, puis la semaine après, 70. On s'est cassé la gueule. Les clients, on avait plein de clients pas contents, c'était moins bien fait. Puis c'est là que j'ai dit, parfait. À partir de maintenant, on va mettre une limite de commandes à toutes les semaines. Et puis j'aime voilà. L'économiste en moi jubile avec cette gestion de l'offre et de la demande. C'est parce qu'avec ça, c'est parce que tu contrôles l'output du produit. Si le produit, au bout, t'en fais 110, mais tu tournes les coins ronds, tu vas trop vite, la sauce est plus cuite. C'est peu importe. Ça aide pas la marque. Tu recommences, tu recules, en fait, quand tu fais ça. Alors, c'est vraiment avantageux d'y aller doucement. C'est très intéressant ce que tu racontes. Encore une fois, j'ai vécu un peu de l'intérieur, puis pour avoir bien étudié le domaine, les Good Food, les HelloFresh, Cookit et d'autres ont été largement, alimentés, dopés par du capital de risque. Là. Puis ça fait en sorte, un, que tu as l'obligation de croître très rapidement, puis deux, que tu es constamment en surcapacité parce que tu es toujours... Il n'y a jamais assez de clients. Fait qu'il faut toujours que tu sois prêt pour passer du 50 au 70 ou du 50 000 au 70 000, là, pour le dire autrement. Fait que cette surcapacité-là a un coût immense. Puis évidemment, après la pandémie, on a vu là, quand même une baisse de la demande. Est-ce que c'est ce que tu as vécu toi aussi au sortir de la pandémie? Non, est-ce que ta clientèle... On n'a jamais eu une année plus petite que la précédente. Ouais. Mais c'est sûr que la pandémie, elle a été... Ça a été vraiment un gros levier. Là, on a refusé des clients, puis ça a créé le problème inverse, je dirais même, parce qu'on avait tellement de demandes, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, il fallait qu'ils se fassent livrer des choses, ainsi de suite. On a tellement de demandes qu'il y a des clients qui commandaient depuis 10 ans chez nous, du jour au lendemain. Les commandes étaient épuisées en dedans de 1 heure, 2 heures. Alors là, ça fait en sorte que là, je peux même plus me fier sur vous autres pour livrer. Alors, c'est devenu un problème. Mais on a fini par faire en sorte que les nouveaux clients, on ne pouvait plus avoir de nouveaux clients. Il fallait que tu sois déjà un client existant pour pouvoir commander. Alors, c'est comme un club, un club select. Et suite à la pandémie, ça s'est replacé. Là, on n'est plus dans cette effervescence-là. Mais il y a toujours une demande qui est de plus en plus grande, juste par le bouche à oreille d'une année à l'autre. Je pense que j'ai pas votre expertise spécifique à ce domaine-là, mais je me dis que avant la pandémie, c'était marginal. C'était dans le sens, c'était des gens qui avaient peut-être une vie un peu mouvementée, busybody, qui se disaient « je vais faire ça ». La pandémie est arrivée, ça a démocratisé la patente, tout le monde voulait ça. Sauf que là, tu es peut-être revenu à ton monde plus spécifique. Sauf que comme moi, j'aurais jamais fait ça avant la pandémie. Jamais. Moi, j'ai connu ça avec la pandémie, puis j'ai fait
oh my God. Moi, je suis resté dans ce modèle-là, tu comprends? Mais avant la pandémie, j'aurais jamais fait ça. Pourquoi? Mais parce que tu peux pas aller au restaurant nulle part. Puis là, tu voulais quelque chose d'un petit peu plus raffiné que ce que moi, je suis capable de faire. Puis là, tu commandais ça à la maison. Puis les enfants aimaient ça. Puis après ça, tu t'es dit, moi, j'ai dit, hey, je vais amener ça au travail. Tu sais, pour essayer de ramener mon monde au bureau. Hey, on a des lunchs gratis. C'est ça qu'on a fait. Puis ça marche. Ça m'emmène à une question. Est-ce que tu as des clients corporatifs, mettons? Est-ce que tu as des gens qui te commandent 100 plats, mettons? Là? Parce que, tu sais, moi, je t'en commanderais 6 ou 8. Là. Je sais pas c'est quoi les quantités standards pour une famille. Mais justement, parle-nous un petit peu là, du spread en bon français entre les plus petits et les plus grands clients. Oui, en fait, je dirais que 99% de nos clients, c'est des gens à la maison. Okay. Des familles qui ont des enfants. On a 2 menus. Un menu semaine et un menu fin de semaine. Il y a des gens, puis pas 10-12. Il y en a, je dirais, une centaine à toutes les semaines qui commandent le menu semaine, le menu fin de semaine, toutes les semaines de l'année, sans exception. Ils mangent juste du Antoine. On ferme 3 semaines à Noël. Ils se font une espèce de commande monstre pour pas en manquer. Et puis après ça, on recommence le processus en janvier. Tranche de vie à Deschambault, mon village, là, il y a une boulangerie, en fait, et ils ferment en janvier. Et donc, moi, le 22 décembre, je commande genre 40 chocolatines. C'est en plein ça. 40 croissants. Et comme ça, je peux survivre à leur fermeture. Donc, c'est un peu dans le même ordre d'idée. C'est un peu... Moi, ce que j'ai réalisé avec ça, puis tu sais, encore une fois, moi, j'aime tester des choses. Alors, tu sais, moi, je me suis dit, hey, je vais juste commander ça pendant 1 semaine, voir combien ça me coûte. Je mange ça à ma faim, j'en jette dessus, les portions sont trop grandes. Alors, j'ai fait ça pendant 1 semaine pour moi et mes 2 garçons. Après ça, je me suis dit, je vais essayer de faire Uber Eats toute la semaine. OK? Pas des hamburgers, pas des hot dogs. Non, mais des bons restaurants là-dedans. Bons restaurants. Ouais. Puis, j'ai juste comparé l'épicerie, des plats comme ça, puis Uber Eats. Crème, c'est moins cher dans les plats commandés. Absolument. Absolument. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Exactement. Moi, ce qui me fait suer comme consommateur, tu sais, puis c'est niaiseux, là, mais j'aime pas jeter 2 cocombes à la fin de la semaine ou un chou-fleur parce que j'ai pas pu, puis là, il est rendu tout dégueulasse. T'sais. Ça me fait mal au cœur, personnellement. C'est pas le coût, c'est l'empreinte de parlant d'empreinte, on est dans un domaine qui a une empreinte environnementale catastrophique, à mon sens. Ouais. Puis quand j'ai parti mon entreprise il y a 15 ans, une des choses qui était super importante pour moi, c'est de faire en sorte que c'est pas vrai qu'on va tout mettre les plats que je vais livrer dans la poubelle avec la glacière puis les ice packs puis tout le kit. Là. C'est pas vrai que ça va être ça. Là. Ça n'existait pas, en fait, là, quand j'ai commencé ça, mais mon esprit, c'était vraiment, faut qu'il y ait un côté environnemental fort, faire affaire avec des producteurs d'ici. Bon, tout le monde dit ça, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Nous, on le fait pour vrai. Ensuite de ça, comme je dis, les plats réutilisables, glacières réutilisables, ice pack réutilisables et le compost de toutes les matières organiques en cuisine. Alors, c'est pas moins de travail faire ça en cuisine. Les clients ne le voient pas, là, mais nous autres, on le sait là, que c'est de la job en tabarouette. Parce que quand les plats ils reviennent, là, c'est le fun, mais ils sont propres, là, les clients les lavent, mais nous, il faut qu'on relave tout, la grandeur. Alors, c'est beaucoup de travail dans une industrie moi, j'étais sur le comité aviseur de Mathurin, qui est un marché de l'alimentation numérique, puis on a parti la glacière, que tu pouvais retourner. Puis, je vous garantis que c'est pas moins cher. C'est pour l'entreprise. C'est pour Mathurin. Sauf que c'est important pour Mathurin, pour l'empreinte. C'est un principe. C'est un principe. C'est le fun de sentir qu'il y a des gens qui adhèrent à notre concept juste à cause de ça. Après ça, il faut que ça soit bon, là, on s'entend. Là. Mais à partir du moment où les gens sentent qu'ils sont... qui ne créent pas une petite catastrophe environnementale à chaque livraison, ben c'est le fun. Est-ce que vous livrez partout? On livre partout sur l'île de Montréal, quand même assez loin sur la rive sud, jusqu'à Chambly, Varennes. On livre toute l'île de Laval puis la Couronne Nord aussi. On peut parler de Candiac. Non, mais Candiac. Moi-même, quand j'ai parti, j'ai livré à Candiac il y a des centaines de fois. Puis, est-ce qu'il est prévu dans le plan de développement? Parce que je présume que tu as dû bâtir une cuisine industrielle à quelque part. Là. Mais Québec? Bien, en fait, on est à un camion réfrigéré du bonheur de livrer à Québec. Là. On ne va pas construire une autre cuisine à Québec. Je comprends. Mais le problème, c'est que la demande à Montréal est encore là. Alors, tant qu'on n'a pas réussi, je veux dire, on est petit dans le domaine. Là. Tu parlais de 50 000, 70 000 tantôt, là, des trucs de cookit. Nous autres, là, on en livre 1000 par semaine. OK?
Ben, 1000 là, à Montréal, là, sur le bassin de la population, c'est comme 0, à mon sens, à moi. Là. Alors tu sais, ton avant de potentiel de croissance. Je pense que oui. On parlait de la cuisine. Ça ressemble à quoi, Antoine, là, derrière le site web? Là? C'est quoi? Toi qui cuisines? C'est toi avec... Et je regarde ton site, il y a comme 74 options. Là. Je devine qu'il y a un peu de staff là, pour faire tout ça. Comment? Ouais, on est une cinquantaine. OK, quand même. Une cinquantaine. On a... moi, je suis plus en cuisine. Okay. Je l'ai été longtemps, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Je suis plus dans les chiffres. Puis j'ai encore une grande passion pour la bouffe. Alors, je suis plus dans le développement. Je fais des tests. J'essaie des choses. On est 3 à développer des recettes et à créer des menus. Alors, puis ensuite de ça, c'est ça. On a toute l'équipe. Là, moi, là, je vais travailler là. Je prends 50 livres la première année. Mais c'est encore drôle parce que travailler en restauration, en cuisine, debout pendant toute la journée, c'est un sport. Effectivement. La business s'appelle Antoine. Ouais. Tu t'appelles Antoine. Ouais. J'imagine que c'est pas une coïncidence. Non. Et ça s'appelait Antoine à domicile. Antoine au quotidien. Antoine au quotidien avant. Ça a été rebrand. Antoine.ca. Parle-nous un petit peu de ta réflexion sur... c'est ton prénom, là, mais t'es-tu le prochain Ricardo? D'ailleurs, t'as comme une vague, tu sais, grand, beau gosse, cheveux un peu gris. Il te manque juste ton émission. Puis, écoute, ça sent bien, Ricardo, dans qu'à bien se tenir. Mais sans farce, non, on est... en fait, la façon que ça a évolué, cette chose-là, c'est que quand j'ai commencé, j'ai juste comme ça pensé à Antoine au quotidien, puis sans plus de réflexion, je suis parti, ça a décollé. C'était tes amis qui te commandaient, tes parents, comme c'est tu dis, ça. Oui, c'est ça. Un fichier Excel, les gens remplissaient ça, puis bon. Mais à un moment donné, moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dans le monde du web, qui a été haut placé quand même dans le monde du web, il est plus jeune que moi. Mais il y a 7 ans, on a décidé, quand on a trouvé la cuisine qui avait comme le potentiel de capacité pour passer à l'étape suivante, on a décidé que mon frère embarquait avec moi sous les menaces de nos parents, là, disant là, il n'y a pas de chicane. mais à partir du moment où il n'y a pas eu de chicane, ça peut mal finir, mais tant que ça va bien. Mais non, on a des enjeux ici et là, mais en général, ça va bien. Puis mon frère, le gars de web en lui, s'est mis à fouiller. Il a dit « Hey, il y a Antoine.com qui existe. » Il regarde ça, il demande 1 million, point quelque chose pour lâcher. Bon, on va se garder une petite gêne. Il a trouvé Antoine.ca, ça a coûté 1000$. On est parti et voilà, on a décidé de changer de nom de cette façon-là. Et puis aujourd'hui, c'est un beau brand, entre guillemets. Là. C'est le fun d'avoir le nom, un nom quand même assez familier. Oui, c'est ça. Ça fonctionne avec les familles. Je te charriais, mais je trouve quand même dans l'essence cette idée. Puis, tu sais, même on arrive sur le site C'est toi. Il y a comme une personnalisation de la marque. C'est pas du tout une accusation, mais qui est intéressante, justement. Puis qu'on a vu, en l'occurrence, en la personne de Ricardo, qui a développé, lui, plus une stratégie de vraiment de contenu, de médias. Mais d'ailleurs, un jour, peut-être, on verra les instruments de cuisine, Antoine.ca. Je veux pas révéler les glacières. Non, mais il y a déjà des idées qui foisonnent. Question niaiseuse, est-ce qu'il y a un système de cartes cadeaux? On peut s'acheter des cartes cadeaux? Absolument. On a beaucoup de bureaux qui achètent ça pour, par exemple, une fille qui tombe pour les employés, mais une fille qui tombe enceinte. Souvent, là, la dynamique familiale change, alors c'est intéressant. On en a beaucoup dans tout acabit. Mais ça, c'est une des choses qui arrive régulièrement. Oui, il y a des cartes cadeaux. Les gens ont juste à aller en ligne et puis tout est là. Avec des points de récompense, cordon bleu, tout le kit. Franchement, ça donne envie, Antoine. C'est une très belle business. Et donc là, tu l'as dit, le Québec est encore une terre fertile. Montréal est une terre fertile. Mais si on te réinvite dans 5 ans, à quoi ça va ressembler, Antoine.ca? Peut-être Québec. Peut-être, moi, je chéris le rêve je suis originaire de Québec. Et puis, je chéris le rêve de livrer là-bas un jour. Je ne vais pas brusquer d'étapes pour en arriver là, mais c'est pas fou. Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau seraient les 4 premiers endroits où ça serait intéressant de prendre l'expansion. Maintenant aussi, il y a une question de capacité. Ottawa, mais Gatineau, là, on est juste l'autre côté du canal. T'as un paquet de fonctionnaires qui ont de l'argent. Non, c'est clair. Et capacité, tu disais? Oui, donc, c'est ça, c'est une cuisine comme la nôtre. On a 11 000 pieds carrés de cuisine. C'est intéressant, mais c'est des gros investissements. Passer à l'étape suivante, ça va nécessiter... on a encore de la place, là, je dirais, pour grandir de 50% par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais au-delà de ça...
Je pense qu'on va être bien rendu là. On a déjà une belle business, on a un beau chiffre d'affaires, ça va bien. Tout le monde, on aime ça que nos employés se sentent bien chez nous. Alors, j'ai pas de perspective, on sait jamais, là, mais j'ai pas de perspective là, de devenir un cook-it de ce monde-là. On veut garder le contrôle sur la qualité. Si oui, dans plusieurs années, là, à un autre rythme. Exactement. En tout cas, vraiment intéressant de t'accueillir à l'émission, Antoine. Puis, on accueille beaucoup justement de ces startups. Puis, c'est excitant aussi là, de croître rapidement, d'avoir du capital de risque. Mais c'est un modèle, paradoxalement, qu'on voit moins. Une genre de croissance raisonnée, stabilisée par étapes. Je trouve ça très inspirant, en tout cas. Fait que merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir au balado. Pas mal sûr que tu as gagné 2 clients aussi. Ouais, ou 200, on va prendre une petite cote là-dessus d'ailleurs. Il aurait fallu prévoir, écoute, on devrait commencer à faire ça pour la saison automnale, avoir un petit code promo, prends pas ça pour du cash, mais ce sera pour une première fois. Antoine Masson-Delisle, donc fondateur, président, tout ça, de chez Antoine au quotidien /antoine.ca, donc visitez le site web. Ça a l'air vraiment simple, en tout cas, là, j'étais quasiment en train de faire une commande. J'avais aussi un balado à animer, fait on va s'en venir à ça. Merci à vous. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. Je sais pas, je t'interromps tout de suite. En régie, on devrait mettre une petite sérénade. L'espèce de musique dissonante qu'il y a sur les vidéos TikTok. Là. Bref. On sait déjà qu'on va se pogner. Cette semaine, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bravo. Il a démissionné. Que certains appelaient le super ministre. Merci. A annoncé qu'il quittait ses fonctions de ministre et de député de Terrebonne. Clairement, tu ne portais pas Pierre Fitzgibbon dans ton cœur. C'est pas que je portais pas Pierre Fitzgibbon. Je n'ai absolument rien contre l'individu. Je pense que M. Fitzgibbon a voulu laisser sa marque au Québec. Il était... Tu sais, c'est une hantise de laisser sa marque au Québec. Et tu penses que c'était égocentrique ce que faisait Pierre Fitzgibbon? Encore une fois, je veux faire attention parce que tu comprends que je pourrais le recroiser un jour, mais je dis, c'est pas une mauvaise personne. Je pense pas qu'il s'est mis, il était maladroit par rapport à l'éthique, etc. Il n'a absolument rien fait d'illégal. Il a trop voulu laisser sa marque sur le Québec et il a pensé en termes de 10-15 ans dans le futur. Et ce qu'on aimerait que nos politiciens fassent, soit dit en passant. Parfait, mais il lui fallait un contrepoids qu'on n'a jamais eu en 5 ans de quelqu'un qui investit dans des PME maintenant. Mais il a investi dans plein de PME. Lion Électrique, Leader Tech, tu parles des 2-3 qui marchent mal, mais il a investi dans plein d'autres entreprises qui marchent très bien. Francis, 6,1 milliards en 5 ans de prêts pardonnables. 500 millions sont déjà en défaut. Ils ont arrêté de payer les intérêts dans son règne. Je vais dire une chose. 1 milliard de plus dans ces séries. Ce qui me fait 100 millions chez Boeing. Phil, c'est qu'à quelque part, là, quand je connais un peu Pierre Fitzgibbon, je pense plus que toi, tu me fais penser à lui, en fait. Parce que puis tu devrais te fâcher. Je suis sûr que... Il manque 100 livres puis 2 pieds. Non, mais demain matin, là, t'as une bulle au cerveau, là, puis tu décides de te lancer en politique, puis je sais que c'est vraiment pas ce que tu veux faire dans la vie, Phil, mais... Jamais. Mais tu comprends que c'est un peu ça, là. Fitzgibbon est arrivé à 60 ans, il avait fait indépendant de fortune. C'est ça, il avait mené des entreprises, il avait vendu des entreprises, il avait piloté... Il me fait penser à toi, un genre de free spirit, tu sais, il joue pas les règles du jeu, tu sais, il est très esprit libre et il décide pour une raison que j'ignore, là, et c'est là où je le connais pas tant que ça, mais de se lancer en politique. Il y a M. Legault, tu sais, il y a tout un entourage de Christian Dubé, c'est des Christy de bonne tête là, du Québec Inc. 100%. Et il se lance là-dedans et il dit, moi, je joue pas les règles du jeu, il se pogne avec tous les journalistes, l'éthique, tu sais, je veux à la chasse aux faisans, je fais ce que je veux. Puis moi, je crois fermement que M. Fitzgibbon n'était pas là pour son ego et n'était pas, tu sais, les affaires d'éthique, je pense pas qu'il était comme, tu sais, genre maniganceur. Non, il faisait un peu il voulait business as usual. Un politicien, ça veut laisser sa marque sur le Québec. Tu sais, Robert Bourassa, les barrages,
Mais donc, en ce sens-là, Phil, je pense que même, malgré tout ce que tu dis, que Pierre Fitzgibbon aura été un très bon ministre de l'économie et de l'innovation parce que c'est exactement ce que tu as dit. On s'attend de ces gens-là qu'ils aient une vision. Puis là où je vais te donner un peu raison, c'est que moi, je n'étais pas d'accord avec sa vision, notamment liée à l'énergie, au développement de la filière électrique. Je pense pas qu'on devrait développer, on devrait pas faire de la sobriété, on devrait pas augmenter les tarifs pour donner ça à des multinationales étrangères. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais contrairement à bien d'autres ministres de l'économie, au moins, il croyait à quelque chose. Il avait une vision, puis tu sais quoi, il est parti, puis cet héritage-là va continuer. Là, je veux dire, demain matin, Michael Sabia est encore là. Je suis pas mal sûr que celui ou celle qui... Puis là, au moment d'enregistrer, on ne sait pas qui remplace Fitzgibbon. On va le savoir au moment où c'est diffusé, mais bref, ils n'auront pas le choix de continuer. La filière batterie, on ne va pas fermer les lignes. Je suis d'accord, mais je vais donner un exemple. La filière batterie, elle a un retard en ce moment. Tout a été décalé de 18 mois. Au moment d'enregistrer l'émission, on apprend la démission, mais aussi, ça sort de partout. Là, Ford, tout le monde. Mais pourquoi il n'y a pas un ministre de la PME qui prend 1 milliard qui est retardé, là, il ne sera pas dépensé dans l'année courante. Puis moi, j'ai soumis une idée à Benoît Dutrisac. Prenons toutes les entreprises qui ont eu un prêt d'urgence. Tous ceux qui l'ont remboursé, on leur reprête 50 000 $. Avec les mêmes conditions de prêt qu'on avait. Remboursable, t'as pas le droit de te mettre, partir à Caillou Coco comme t'as pas le droit. Non, mais c'est ça qu'ils ont fait. Chez Lion Électrique, ils se sont donné des bonus. Taiga s'est construit un mastodonte de siège social. Mais on redonne à tous les PME du Québec qui ont remboursé leur prêt d'urgence. Tu as démontré la capacité de rembourser, de jouer par les règles. Tu es un bon citoyen corporatif. On leur reprête 50 000 $. C'est combien ça va coûter, cette mesure-là? Quoi? 1 milliard? Mais probablement moins. Imagine ce que ça crée. Mais donc, Phil, si t'enlèves ta petite casquette de chialeux, là, mettons, t'es content de ça, la démission de Pierre Fitzgibbon? Puis là, quelqu'un va le remplacer, ça va-tu être mieux? J'ai voulu faire ça théâtral. Je pense pas qu'on peut se réjouir qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires, lui, là, il a levé la main, puis il a dit « It's enough ». C'est assez. Il est clair qu'il y a eu une brisure entre... Tu sais, là, on enregistre. On le dit aux gens, on enregistre, il est mercredi. Lundi, il était dans nos studios avec Mario Dumont. Il n'en a pas parlé. Puis il a été aussi à d'autres chaînes, ça, à la télé. Il ne peut pas avoir ce poker face-là, connaissant la bibite Fitzgibbon, comme on l'appelle des fois. Il y a eu une brisure entre lundi... et le moment de son annonce, et bizarrement, il y a eu une rencontre avec son boss. Son boss, c'est le premier ministre. Mais je pense que c'est ça, clairement. Donc, on lui a demandé de partir. C'était pas une surprise. Certains disent que le cœur n'y était plus, mais en même temps, c'est la particularité de ces leaders charismatiques et visionnaires, c'est qu'à un moment donné, de se battre contre des moulins, puis c'était un peu l'impression que j'avais parfois en regardant Pierre Fitzgibbon aller, je sais pas, il avait pas envie de jouer ce jeu-là. Et je pense que dans un autre univers, s'il avait été dans la Silicon Valley, il l'aurait fait, là, tu comprends, son truc avec les milliards d'argent privé, mais au Québec, ce sont les règles du jeu. Puis évidemment, on le sait, il s'est pogné avec des journalistes, il s'est fait dénoncer, le comité d'éthique. C'était juste désagréable. Je pense qu'à un moment donné, on lui a mis des bâtons dans les roues d'une certaine façon. Mais tu comprends que dans tout ce qui est arrivé là-dessus, c'est très désagréable pour l'individu, mais je tiens à le dire, il n'y a pas eu de manquement éthique. Il a été blanchi à tous les fois. Mais imagine comment que le soir, tu arrives chez vous, là, tu dois être écœuré. Puis en plus, tu n'as pas besoin du 225 000 que ça te verse. T'sais. Bref, on souhaite évidemment, quoi qu'il fasse, M. Fitzgibbon, ce sera intéressant de savoir. Mais merci d'avoir eu le courage de prendre cette décision-là. Puis de savoir où il va se retrouver. Beaucoup d'anciens premiers ministres ou ministres de l'économie se retrouvent un peu des jobs là, dans des cabinets d'avocats ou à faire des relations publiques. Je pense pas que c'est l'aspiration de M. Fitzgibbon, comme tu dis. Ça va à la chasse au faisant. Oui, mais est-ce qu'il va siéger sur des comités, des conseils d'administration? Est-ce qu'il va fonder? Est-ce qu'il va financer d'autres entreprises? Est-ce qu'il va être un ange investisseur? Je sens qu'il n'a pas dit son dernier mot en termes de développement économique. Il ressent avec d'autres moyens, probablement, que ceux du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bref, on lui souhaite bonne route. Puis évidemment, à vous aussi, on vous souhaite bonne fin de
course pour ceux et celles qui nous écoutent en courant. Bonne fin de journée aux autres. Puis évidemment, vous pouvez toujours nous écrire. On est ravis de vous entendre. studio@cube.radio. Nous envoyer un petit texto, nous proposer vos invités, nous proposer vos sujets. On est toujours à l'écoute. Phil et moi, on est évidemment aussi sur les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver. Phil fait une genre de grève de Facebook depuis quelques temps, mais on va le soigner au courant de l'automne. N'ayez crainte. À bientôt. À bientôt. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@cube.radio.